Et si les règles de base de Python n'étaient pas si rigides qu'on le pense? Aujourd'hui, on va voir comment on peut en quelque sorte adapter le langage à nos besoins. Pour ça, on va plonger dans ce qu'on appelle son modèle de données. Voilà, la question est posée. Et si on pouvait apprendre à nos propres objets, ceux qu'on crée, à se comporter d'une manière complètement inattendue, d'une façon qui n'est pas prévue par défaut? Prenons un cas concret. Si on essaie d'utiliser des crochets sur un objet tout simple qu'on vient de créer, bam, on se prend une erreur, une type error. L'objet ne comprend pas ce qu'on lui demande, mais, et c'est là que ça devient intéressant, on peut changer ça. La clé de tout ça, c'est le modèle de données de Python. On peut voir ça comme une sorte de manuel de règles cachées. Ce manuel nous donne le pouvoir de changer comment nos objets réagissent. Comment? En implémentant des méthodes spéciales, celles qu'on appelle les méthodes dunder, D-U-N-D-E-R, à cause des doubles tirets bas ou double underscores qui les entourent. Allez, premier super pouvoir, le contrôle des attributs. On va voir comment prendre la main, mais alors complètement, sur la façon dont on accède aux attributs d'un objet. Alors, en temps normal, si on essaie d'accéder à un attribut qui n'existe pas, c'est l'erreur assurée, une attribut-erreur. C'est la situation à gauche. Maintenant, regardons à droite. En utilisant la bonne méthode dunder, on peut intercepter cette tentative d'accès et faire autre chose. On peut retourner une valeur par défaut, lancer une action, bref, on reprend le contrôle. Et cette méthode magique, c'est angjagetter. Alors attention, il y a une subtilité, mais elle est cruciale. Cette méthode n'est appelée que si et seulement si l'attribut n'a pas été trouvé par les chemins normaux. C'est vraiment une méthode de dernier recours, un filet de sécurité. C'est parfait pour des choses comme des attributs dynamiques ou du chargement à la demande. Maintenant, pour le contraire, c'est-à-dire quand on assigne une valeur à un attribut, on a double underscore setAtter. Et là, c'est tout l'inverse de double underscore getAtter. Elle est appelée à chaque fois, sans exception. C'est ce qui la rend hyper puissante pour faire de la validation de données, par exemple. Mais avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et avec cet attri, il y a un piège, un vrai de vrai. Un truc qui peut mener un programme droit dans le mur. Voilà ce qui se passe. Imaginez, on est dans notre méthode undersetAttrib. À l'intérieur, pour assigner la valeur, on écrit innocemment self.name égale value. Le problème, c'est que cette ligne, elle appelle undersetAttrib. On vient de s'appeler soi-même, et ça recommence encore et encore. C'est une boucle infinie, une récursion sans fin et crash. Le programme s'arrête net. Heureusement, il y a une sortie de secours. La solution, c'est de court-circuiter notre propre logique. Au lieu de faire self.name égale value, on va appeler directement la méthode underscore underscore setAttrib underscore underscore de la classe de base, la classe object. Comme ça, on saute par-dessus notre propre code et on utilise l'implémentation originale. Plus de boucle, plus de crash. Ok, on passe au deuxième super pouvoir. Comment faire pour que nos objets se comportent comme des conteneurs, c'est-à-dire comme une liste ou un dictionnaire? On en parlait au tout début. Par défaut, un objet ne sait pas quoi faire si on lui demande sa longueur avec len, ou si on essaye d'accéder à un élément avec des crochets. Ça finit en type error. Mais on peut lui apprendre. Et pour lui apprendre, il suffit d'implémenter les bonnes méthodes, celles du protocole de container. C'est super logique en fait. On veut que len d'objet fonctionne, on implémente underlen. On veut pouvoir faire objet-key pour lire une valeur, on implémente underget. Pour écrire, c'est undersetItem, pour supprimer underDeleItem, et même pour vérifier si un élément est dedans avec in, c'est underContains. Chaque opération de base a sa propre méthode dunder. Allez, on passe au dernier super pouvoir, un peu plus avancé celui-là. On va voir comment un objet peut devenir une fonction. Oui, comment on peut appeler un objet. Le secret, c'est la méthode double call. Dès qu'on définit cette méthode dans une classe, n'importe quelle instance de cette classe peut être appelée comme une fonction, c'est-à-dire avec des parenthèses à la fin. Mais à quoi ça sert au juste? Eh bien, c'est super utile. Imaginez un objet qui agit comme une fonction, mais qui en plus se souvient de choses entre chaque appel. Un compteur, par exemple. Ou alors, c'est la technique de base pour créer des décorateurs sous forme de classe, ce qui permet de faire des choses beaucoup plus complexes et flexibles. Bon, maintenant qu'on a vu ces trois super pouvoirs, rassemblons un peu les pièces du puzzle. Voyons en quoi tout ça nous aide à écrire du code qui est vraiment pythonique. En fait, maîtriser ces méthodes, c'est ce qui fait la différence. Ça permet de créer des outils qui ne semblent pas rajouter. Ils s'intègrent parfaitement au langage, ils sont intuitifs, ils sont élégants. C'est comme ça qu'on construit des frameworks puissants et des structures de données qui donnent l'impression d'avoir toujours fait partie de Python. Donc pour résumer, on repart avec 3 nouveaux super pouvoirs dans notre boîte à outils. 1. Le contrôle total sur l'accès aux attributs. 2. La capacité de faire en sorte que nos objets se comportent comme des collections, avec l'indexation, la longueur, tout ça. Et 3. Le pouvoir de transformer un objet en fonction, de le rendre appelable. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie, loin de là. C'est la base de nombreux outils très puissants qu'on utilise tous les jours. Un bon exemple,
les gestionnaires de configuration. Vous savez, ces outils qui permettent d'accéder à une valeur aussi bien avec config.database.host qu'avec config entre parenthèses database, host. Comment c'est possible? Eh bien, en combinant __getAttrib et __getItem. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les règles de Python ne sont pas une prison, c'est plutôt un terrain de jeu. Le modèle de données nous donne les clés pour personnaliser le comportement de nos objets au plus profond du langage. On a maintenant le mode d'emploi. La question c'est, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?